Salutations chers pandas, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Bon, on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir nous emmène encore une fois en Corée du Sud. Devdas, s'il te plaît. Notre affaire de ce soir nous emmène encore une fois en Corée du Sud. L'affaire de ce soir nous emmène encore une fois en Corée du Sud et plus précisément à Hwasong, une ville qui se trouve dans la province de... On est en septembre 1990, le corps d'une femme est retrouvé. C'est une femme qui a environ 70 ans. Elle était sortie de chez elle pour cueillir du chou. Elle a été portée disparue par sa famille et quelques jours plus tard, on a retrouvé son corps au bord d'une route. Au départ, la police pense à un accident de voiture et on se dit que le chauffard a dû prendre la fuite, mais pendant l'autopsie, on découvre avec stupeur qu'elle a été sexuellement agressée. Une femme de cet âge-là, on ne s'y attendait vraiment pas. Ce qu'on pensait être un accident de voiture devient donc une enquête pour meurtre. Il faut savoir qu'à l'époque, on est dans un contexte assez particulier. C'est celui des Jeux asiatiques de 1986 qui ont lieu en Corée du Sud, à Séoul. Donc une bonne partie des forces de l'ordre est à la capitale, parce qu'on craint notamment une attaque de la part de la Corée du Nord. Le peu d'officiers qui sont présents dans la ville de Hwasong, ils ne peuvent pas mener à bien cette enquête pour meurtre et trouver le coupable. On est clairement en sous-effectif. La ville de Hwasong, c'est une zone très rurale, en tout cas à l'époque, il y a énormément de chanderies, des collines, des forêts, des arbres, il y a très peu d'habitants, il y a très peu de routes et encore moins de transports en commun, donc il est très fréquent que des gens se baladent seuls, notamment des femmes, le long de ces routes pour rentrer ou aller au travail par exemple. En octobre 1986, soit un mois après le premier meurtre, on retrouve un autre corps. Une femme qui cette fois a la vingtaine, elle est retrouvée nue, ses collants autour de son cou, elle a été attachée à l'aide des sous-vêtements qu'elle portait. Près de son corps, on retrouve un mégot de cigarette, un petit carton de lait, c'est-à-dire pas grand-chose pour mener une enquête. La cause du décès, la strangulation, et elle aussi a été sexuellement agressée. À l'époque, en Corée surtout, l'idée d'un tueur en série, ça relève presque de la fiction, donc on ne fait pas le rapprochement entre les deux meurtres. On va les traiter comme des incidents qui sont tous les deux isolés, c'est pas des affaires qui vont faire la une des journaux ou la une des médias, principalement parce que ça voudrait dire énormément de pression pour la police, pour qu'ils résolvent ces meurtres, et je pense aussi que c'était par rapport au contexte des Jeux asiatiques de 86. Encore un mois plus tard, en novembre 86, donc le mec c'est comme il a ses règles, tu sais, il pète un câble une fois par mois, faut qu'il tue quelqu'un. Donc novembre 86, il s'attaque à une nouvelle personne, une jeune femme encore une fois. Le tueur va la menacer au couteau, il va la traîner dans les champs, et ensuite il va l'attacher le temps de lui voler son argent dans son sac à main. Et par chance, la jeune femme a pu se lever et partir en courant. Elle rejoint les maisons les plus proches, elle est complètement nue, elle est toute paniquée comme on peut l'imaginer, elle est secourue par les habitants et donc elle survit à son attaque. En décembre 1986, une autre femme est retrouvée morte, encore une fois au bord d'une route qui longe un champ de riz. Elle a été étouffée avec ses collants. Alors faut savoir que dans cette série de meurtres, les femmes elles étaient soit étranglées avec leurs collants ou leurs sous-vêtements, soit étouffées, donc on leur mettait à l'intérieur de la bouche. Pareil les collants ou les sous-vêtements. Cette femme aussi a eu ses mains attachées dans son dos, pareil avec ses sous-vêtements, comme les autres victimes. Elle a été assassinée alors qu'elle rentrait du travail. Je n'ai pas trouvé d'informations sur les 3e et 4e victimes. Après, c'est des meurtres qui font partie de cette série, donc c'est le même mode opératoire, et elles sont aussi retrouvées dans la zone, dans le secteur de Hwasong. En janvier 87, on a une 5e victime. C'est une adolescente qui était en train de rentrer chez elle. C'est le même mode opératoire, elle a été assassinée par strangulation et on a retrouvé ses mains attachées dans son dos. À un moment donné dans cette série de meurtres, il y a une rumeur qui va circuler, rumeur selon laquelle le meurtrier s'en prend à des femmes qui portent un vêtement de couleur rouge. Pendant un moment, les quelques femmes policières qui sont chargées de cette affaire, elles vont porter des vêtements de couleur rouge pour essayer justement d'appâter le tueur en série, mais malheureusement la rumeur est fausse, donc cette stratégie n'a servi à rien. En mai 1987, on a notre 6e victime. C'est une femme qui rejoignait son mari à l'extérieur pour lui apporter un parapluie. Son mari rentrait du travail et donc ils avaient prévu de se rejoindre à l'arrêt de bus pour que sa tendre épouse lui apporte son parapluie. Malheureusement, elle ne le reverra jamais puisqu'elle se fait assassiner en chemin et on retrouve également ses bras attachés dans son dos avec ses collants. On porte beaucoup de collants les femmes dans ce secteur, j'ai l'impression. Là, il va se passer quelque chose d'assez inattendu. Après la 6e victime, on a une presque 7e victime. C'est quelqu'un qui va aussi survivre à son attaque, et c'est un homme. Un soir, il sort de chez lui pour se rendre aux toilettes. Alors faut savoir qu'en Corée,
À l'époque, dans les zones rurales, les toilettes ne se trouvent pas à l'intérieur des maisons, elles sont communes, elles sont à l'extérieur. Cet homme en question, il a les cheveux longs et il porte une veste qui fait assez féminine, donc de dos on peut croire que c'est une femme, surtout que cette attaque a lieu le soir. Il entre dans les toilettes, il fait ce qu'il a à faire, et il entend quelqu'un entrer dans la toilette juste à côté de la sienne. Et lorsqu'il sort, il se retrouve nez à nez avec le tueur. Il s'aperçoit que c'est en fait un homme, donc il fait demi-tour, il part en courant, et l'homme en question, l'homme aux cheveux longs, il essaie de le poursuivre, il essaie de l'attraper, mais le tueur court beaucoup trop vite. En septembre 1988, nous avons notre 7e victime, une femme d'une 50aine d'années, même mode opératoire, est retrouvée avec ses bras attachés par ses sous-vêtements. C'est seulement après la 5e victime que la police se rend compte que tous ces meurtres ont lieu seulement à quelques kilomètres les uns des autres. On fait enfin le rapprochement, il s'agit bien d'un tueur en série. On fait amener des policiers de la capitale, des provinces voisines également, on déploie les grands moyens. Et les seuls indices qu'on a jusqu'à présent, c'est un groupe sanguin de type B, puisqu'on a retrouvé du sperme sur certaines des victimes, et on a également un portrait robot qui a pu être établi grâce à l'homme dans les toilettes et à la jeune femme qui a survécu à son attaque. Presque tous les hommes de la région qui semblent correspondre à ce profil vont être interrogés. Il est question d'environ 20 000 hommes. On prend des échantillons de chacun d'entre eux, cheveux, prise de sang, empreintes digitales, etc. Et autre chose qu'on sait aussi à propos du tueur, c'est que c'est un pervers sexuel. Pas seulement par rapport au fait que chaque victime a été violée avant d'être assassinée, mais aussi parce que sur l'une d'entre elles, il a inséré une pêche. No comment. Et un autre élément qui soutient cette théorie aussi, c'est le fait qu'il utilise les sous-vêtements ou les collants pour soit attacher ses victimes, soit les étrangler, soit les étouffer avec. Il va y avoir un grand tournant dans cette affaire lorsqu'on retrouvera le corps de la 8e victime. C'est une jeune fille qui est retrouvée chez elle, une adolescente de 14 ans qui dormait paisiblement. Sa famille la retrouve dans son lit le lendemain matin, et pourquoi est-ce que cette 8e victime représente un tournant aussi énorme? Tout d'abord parce que le tueur est devenu plus audacieux, il s'est introduit par effraction chez une de ses victimes. Donc déjà qu'on était dans une atmosphère dans la région dans laquelle les femmes ne se sentaient pas en sécurité le soir, à l'extérieur ou même en journée, là on ne se sent plus à l'abri même chez soi. 물으라도 보고 내가 그림이 사이에 그러면 살려주면 안 된다고 생각해요. 법이 한국이 너무 물르다고 생각해요. 그러니까 이런 일이 생긴다고 생각해요. Et sur cette scène de crime, donc dans la chambre de la jeune adolescente, on va retrouver des poils pubiens. Sur ces poils pubiens, on trouve des traces de métaux lourds qui sont utilisés dans des machines agricoles, et ça c'est un détail important. Et on relève aussi un groupe sanguin de type B, le même qui a été retrouvé sur les autres victimes. Comme je le disais, le meurtre de cette écolière de 14 ans, c'est un grand tournant dans l'affaire, et pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'elle ait été assassinée chez elle, ce qui était une première dans cette série de meurtres. La population est terrifiée, les gens ont de plus en plus peur de sortir de chez eux, même les femmes, même chez soi on ne se sent plus en sécurité de toute façon, et on met cette 8e victime sur le compte de la police. C'est de leur faute, c'est eux qui sont responsables, ils sont incompétents et ils n'ont pas réussi à attraper le tueur, c'est pour ça qu'on en est à 8 victimes déjà. La police ressent de plus en plus de pression, il y a un réel risque qu'ils perdent leur travail, sous forme de démission, attention, hein. Si tu fais pas bien ton travail, on te licencie pas, on te pousse à démissionner. Alors je sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, j'espère pas, mais la mentalité coréenne, c'est assez particulier pour tout ce qui est hiérarchie, monde du travail, tout ça. Avec le peu d'éléments qu'on retrouve sur les scènes de crime, grâce aussi aux descriptions qui sont faites par les victimes qui ont survécu, et en déduisant un comportement par le type de victime, etc., on arrive à établir un profil. Le tueur est un homme qui a entre la vingtaine et la trentaine, il mesure entre 1m65 et 1m70, il a une silhouette plutôt fine, les cheveux courts et le regard perçant. Parmi tous les hommes qui ont été interrogés dans la région, la police a quelques suspects en tête, et notamment Yoon Song-yo. On commence à l'observer depuis quelques semaines déjà, et son profil correspond. C'est un homme de 22 ans, il mesure 1m65, il travaille avec des machines agricoles, ce qui explique les métaux lourds, et son groupe sanguin est de type B, celui qui a été retrouvé sur les scènes de crime. Yoon Song-yo est né à Jeju, sur l'île de Jeju, mais il grandit à Séoul. Il a la polio quand il a 3 ans, donc il n'a pas été vacciné quand il était bébé, parce qu'à l'époque, c'était pas forcément systématique. Le médecin annonce à sa famille qu'il ne pourra marcher qu'avec des béquilles,
ou bien il devra utiliser une chaise roulante. Mais grâce à sa mère, Yoon Sung-yo va apprendre à marcher malgré son handicap. Sa mère meurt dans un accident de voiture alors qu'il n'a que 7-8 ans, et avec son père, ils emménagent à Hwasong. Ils sont très pauvres, ils ont du mal à se nourrir correctement, à tel point que Yoon Sung-yo doit arrêter l'école et il doit commencer à travailler. Il a même pas 10 ans. Son père dilapide tout leur argent dans les jeux de hasard auxquels il est addict, et il a même dilapidé l'argent que la compagnie d'assurance leur avait versé suite au décès de son épouse. Yoon Sung-yo va être pris sous l'aile d'un commerçant du coin, c'est lui qui va lui apprendre à utiliser des machines agricoles. Il le prend sous son aile, mais il est très violent avec lui, il le frappe régulièrement, mais Yoon Sung-yo, il est dans le désespoir, il est d'une pauvreté extrême, il est pas éduqué, enfin il a dû arrêter l'école pour se nourrir, donc il accepte les coups de la main qui le nourrit. Le 25 juillet 1989, Yoon Sung-yo est donc arrêté puisqu'il est considéré comme suspect dans l'affaire de la jeune écolière de 14 ans. En plus de correspondre au profil qui a été établi par la police, on prélève aussi les poils pubiens de Yoon Sung-yo et on y trouve des traces de titane. Il travaille avec des machines agricoles, donc c'est normal, et ça conforte la police dans l'idée que ils ont le responsable, ils tiennent le responsable. Donc il est placé en garde à vue. On l'interroge dans une pièce sombre, il n'y a qu'une petite lumière, il comprend pas ce qui se passe, il tombe des nues, on est en train de l'accuser de meurtre. Yoon Sung-yo pour la police, c'est le suspect parfait, c'est le coupable idéal. Il n'est pas éduqué, il est handicapé, il est très pauvre, on se dit que son mobile c'est sûrement une haine qu'il a envers les femmes, une haine qu'il a développée parce que aucune ne s'intéresse à lui, de par son handicap. Pour cette 8e victime, comme on sait que le tueur a dû escalader un mur qui entoure la maison, on emmène naturellement Yoon Sung-yo pour lui demander d'escalader le mur. À cause de son handicap, il n'y parvient pas, et aussi à cause de son handicap, il est évident qu'il aurait eu énormément de mal à maîtriser la jeune femme. Elle aurait pu facilement se défendre, se débattre et survivre. Et une chose qui joue en sa défaveur, selon la police, c'est le fait que Yoon Sung-yo ne connaît pas la victime, mais il connaît sa grande sœur. Après, personnellement, ça me paraissait pas illogique, étant donné qu'on est dans un village, tout le monde se connaît forcément, indirectement ou directement. Puisqu'on est à une époque où les techniques d'investigation, elles sont pas très développées, quand on interroge Yoon Sung-yo, c'est pour le faire avouer. Sa confession pourrait suffire à l'inculper et le faire condamner pour meurtre. Et les techniques de la police, en tout cas à l'époque, pour obtenir une confession, ça va être la torture, par exemple. On va frapper Yoon Sung-yo, on va l'obliger à rester debout pendant des heures, ou bien à rester accroupi pendant des heures. On ne lui donne pas à manger, on l'empêche de dormir. En fait, les policiers se relayent tour à tour au bout de quelques heures pour lui poser les mêmes questions. On le force à avouer des crimes qu'il n'a pas commis, il insiste, il tient bon, mais au bout de 3 jours, il finit par craquer. Il n'a pas mangé depuis 3 jours, il n'a pas dormi depuis 3 jours, il a été en plus torturé, il n'arrive même plus à réfléchir. On lui met un papier devant lui, on lui fait écrire une confession et on l'oblige à la signer. Yoon Sung-yo le fait, mais il est comme dans un état second, il sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Le 28 juillet, soit 3 jours après son arrestation, la police, toute fière, appelle les médias pour présenter le fruit de leur travail. La police donne une conférence de presse, bien sûr des tonnes de journalistes sont présents, on montre le coupable, le tueur en série, tant recherché. Pendant cette conférence de presse, Yoon Sung-yo, il baisse la tête, il regarde ses mains, il regarde ses pieds, et puis il décrit le meurtre de la jeune écolière de 14 ans. En février 1990, soit 7 mois après ses aveux, son procès a lieu. Il plaide non coupable, il a un avocat commis d'office, puisqu'il est trop pauvre pour s'en payer un lui-même, et cet avocat, il ne se présentera jamais. Pourquoi? C'est une excellente question. Alors, ma théorie sur le sujet, c'est que cet avocat ne voulait pas associer son nom à un des tueurs en série les plus connus du pays. Il ne veut pas le défendre, donc Yoon Sung-yo doit se défendre tout seul. Bon, je rappelle qu'il n'est pas allé très loin à l'école, il a aucune connaissance en droit, évidemment. Il se défend comme il peut, il répond aux questions comme il peut, et malgré un élément important qui est le fait qu'il n'ait pas pu escalader le mur lui-même, on le déclare quand même coupable. Il est condamné à la prison à vie. Et pendant son incarcération, il est souvent mis à l'isolement, il a énormément de mal à s'adapter à la vie en prison, ce qui est normal. Surtout qu'à l'époque, en Corée du Sud, dans les prisons, les conditions sont juste atroces. Les prisonniers sont nourris avec de la nourriture pour chiens. Yoon Sung-yo raconte que on lui attache les mains derrière le dos et on le force à manger comme ça, sans les mains. C'est une époque où vraiment on traite les prisonniers bien pire que des animaux. Et il y a énormément de suicides au sein de la population carcérale.
En novembre 1990, oh surprise, on a un 9e meurtre. Il s'agit d'une étudiante qui a été assassinée alors qu'elle rentrait chez elle. C'est le même mode opératoire, elle a les bras et les mains attachés dans son dos avec ses sous-vêtements, et la cause du décès, la strangulation. En avril 1991, on a une 10e victime. Une femme qui, cette fois, a la soixantaine, ses mains, pareil, attachées dans son dos, et on retrouve ses collants dans sa bouche. 9e et 10e victimes sont retrouvées alors que le coupable est en prison. Bravo la police. La population est sous le choc, wesh, comment ça recommence. Et que fait la police? Ils vont voir Yoon Sung-yo en prison pour lui parler des 9e et 10e victimes. Et il leur dit, voilà, vous voyez bien que je suis innocent, je vous le dis depuis le début. Et au passage, Yoon Sung-yo, il clame tellement son innocence, même en prison, que on l'appelle Monsieur l'innocent. Et il y a cette chanson, avec le mot innocent, qu'il chante à longueur de journée. 사랑하다 헤어지면 누구의 잘못인가요? 미워 말아요. 원망도 말아요. 무죄, 무죄, 아 무죄, 무죄. 사랑은 무죄인가요? Malgré les 9e et 10e victimes, qui sont des éléments encore plus flagrants que Yoon Sung-yo est innocent, la police est persuadée que non, c'est bien lui le tueur en série. Pourquoi il y a une 9e et 10e victime? Comment la police explique? C'est un copycat, c'est un copieur. Très facile comme excuse. Le 6 avril 2006, soit 15 ans après le premier meurtre, le délai de prescription a expiré. C'est la loi en Corée. Ce que ça veut dire, c'est que pour un meurtre au premier degré ou même au second degré, enfin pour meurtre, en Corée, il y a une prescription qui est de 15 ans. Ça veut dire que même si le coupable d'un meurtre est retrouvé, si le délai de prescription est passé, il ne sera jamais traduit en justice, il n'ira jamais en prison. Il peut même pas être jugé, il peut même pas passer au tribunal. En Corée, la loi c'est 15 ans, pour la France, je me suis renseignée par curiosité, c'est 30 ans le délai de prescription chez nous. Et aux USA, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'aux USA, peu importe à quel moment tu as commis un meurtre, si on t'arrête même 30, 40, 50 ans plus tard, on peut te traduire en justice, on peut t'arrêter et t'inculper pour un meurtre. En août 2009, Yoon Sung-yo est libéré de prison. Il a purgé sa peine, il est enfin libre. Il ne retourne pas vivre à Hwasong, puisque là-bas il est vu comme un tueur en série, donc il emménage ailleurs, il me semble qu'il emménage à Séoul. Alors sa vie à l'extérieur, il faut savoir qu'il a passé 20 ans en prison, presque 20 ans en prison, sa vie à l'extérieur c'est très difficile, il a du mal à s'adapter à tel point que par moment, il a presque envie de retourner en prison pour y retrouver sa routine. C'était tous les jours la même chose, à la même heure, et c'est un train de vie dont il a pris l'habitude pendant quand même 20 ans. Pendant son incarcération, Yoon Sung-yo s'était rapproché d'un des gardiens, ils sont même devenus amis, et à sa sortie de prison, ils se voient fréquemment, ils vont manger ensemble, etc. Et un jour, il lui confie que s'il voit sa mère au paradis en tant que criminel, il pourra pas se le pardonner. Il veut être innocenté, il veut innocenter son nom, je sais pas si on dit comme ça en français, innocenter son nom, c'est comme ça qu'on dit. Aux yeux de la justice, il veut que la vérité soit rétablie, mais il est pauvre, il manque d'argent, il n'a pas les moyens d'engager un avocat pour toutes les démarches. Le temps passe, et 10 ans plus tard, 10 ans après sa libération, plot twist de malade. On est en septembre 2019, soit plus de 30 ans après le premier meurtre, un journaliste va recevoir un appel anonyme. Je sais pas exactement ce qui s'est dit, mais ça va donner lieu à une conférence de presse organisée par la police. On explique à la population qu'on a trouvé une correspondance ADN. Le vrai tueur s'appelle Lee Chun-jae, la Hshuma nationale. On le retrouve plus de 30 ans après les faits. Et d'ailleurs, quand la police le confronte aux preuves ADN qui l'incriminent, il leur dit « Ah, ça y est, vous m'avez trouvé ». Et Lee Chun-jae, il est retrouvé où? En prison. Pourquoi est-ce qu'il est en prison, me demanderas-tu? Il a été inculpé pour meurtre en 1994. Pour dire juste quelques mots sur Lee Chun-jae, parce que j'ai vraiment pas voulu en faire le focus de cette vidéo, mais je voudrais quand même donner un petit contexte. Bon, de toute façon, c'est pas grand-chose sur lui. Ce qu'on sait, c'est que quand il était petit, il a perdu sa sœur, elle s'est noyée, et ça l'a traumatisé. Bon, ça traumatisera n'importe qui, je pense. Après ses études, il fait son service militaire. Il faut savoir que le service militaire, encore aujourd'hui, en Corée du Sud, il est obligatoire. Donc il effectue son service militaire en tant que conducteur de tank. C'est quand même hyper classe, j'ai trouvé. Il va ensuite travailler brièvement comme électricien avant de rejoindre
la compagnie familiale. Sa famille est pétée de thunes. Il va travailler en tant que grutier, alors qu'il a même pas le permis. Bon, c'est quand c'est la boîte à papa, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Il se marie en 1992 et il a un fils avec cette femme, fils et femme qui le violentent autant l'un que l'autre, il est physiquement violent avec eux. Il devient alcoolique après sa démission en 1993, alors pourquoi il démissionne? C'est une excellente question. Et très peu de temps après, la même année, donc 1993, sa femme finit par le quitter. Lee, on va l'appeler Lee, ce sera plus facile, un jour il invite sa belle-sœur chez lui. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas le détail. Sa belle-sœur est âgée seulement de 18 ans, pour information. Donc il l'invite chez lui, il la drogue à son insu, il la viole et il la tue. Il se débarrasse ensuite de son corps, et alors qu'on est dans une période où on la pense seulement disparue, il va même aider son ex-belle-famille à la rechercher. On finit bien sûr par le soupçonner du meurtre de sa belle-sœur, et lorsqu'il est arrêté et interrogé, il avoue ses crimes. Il sera au départ condamné à la peine de mort, ensuite cette sentence sera révoquée et deviendra une condamnation à la prison à vie. Quand la police finit par l'interroger en 2019 pour les meurtres de Hwasong, la série de meurtres qui a eu lieu à Hwasong, la profiler qui l'interroge, il va beaucoup regarder ses mains, il va faire comme une obsession sur ses mains, il va lui toucher. La profiler va le laisser faire, hein, évidemment son but pour elle c'est de le mettre en confiance, de gagner sa confiance pour qu'il puisse lui avouer ses meurtres, chose qu'il va finir par faire très facilement même. Il va même faire mieux que ça, il va admettre des meurtres qu'il a commis et dont la police n'était pas au courant. Enfin, la police était au courant de ces meurtres, mais on les avait pas rattachés à la série des meurtres de Hwasong. Lee va faire un dessin détaillé de chacune des maisons, de chacune des scènes de crime. Une des raisons pour lesquelles il s'en rappelle si bien, c'est tout simplement parce qu'il habitait dans le quartier. C'est d'ailleurs une chose que je me suis dite en me penchant sur cette affaire, c'est que le meurtrier devait forcément être du coin. Yoon Sung-yeol l'était aussi, mais voilà, le vrai coupable était du quartier. C'est marrant comment les tueurs, ils se foutent jamais, ils tuent toujours à domicile, t'as remarqué? Ils font toujours leurs crimes à domicile. Enfin, souvent. Une des raisons pour lesquelles Lee n'a pas été considéré comme suspect par la police, malgré qu'il ait fait partie des 20 000 hommes qui ont été interrogés, c'est parce que sa famille est très riche. Autre chose qui l'innocente, c'est son groupe sanguin qui est de type O. Et là, tu dois te dire comment ça se fait que son groupe sanguin est de type O, alors que celui qui est retrouvé sur les scènes de crime est de type B. Alors il paraîtrait que dans cette affaire, il y a eu question de falsification de documents de la part de la police, de la part des autorités, je t'ai dit, la Shuma nationale. La police présente ça comme une erreur, on s'est trompé, pardon, on n'a pas fait exprès, mais il y a eu falsification de documents pour faire correspondre le profil de Yoon Sung-yeol avec celui du tueur. Lee va non seulement avouer les 10 meurtres plus les 4 autres que la police n'avait pas liés à la série de Hwasong, mais il va aussi avouer avoir commis plusieurs viols, une trentaine de viols, et des tentatives de viol. En tant qu'affaire, voilà, je vous dis tout, à croire que le mec est fier de ce qu'il a fait. Lee est incarcéré dans une prison qui se situe à Busan, donc c'est dans le sud du pays, et il faut savoir que comme il y a prescription pour les meurtres de Hwasong, il ne peut pas être inculpé, il ne peut pas être jugé. Après, il restera quand même en prison jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'elle a été condamnée à vie, et c'est vrai qu'il peut demander une libération conditionnel, mais il ne le fera pas, il dit lui-même « je veux rester en prison ». Il a trop peur de faire face au public qui, non seulement est horrifié, outré par la nature de ses crimes, mais qui en plus sait qu'il n'est pas jugé, il ne sera jamais jugé pour les 14 meurtres, et les viols et tentatives de viol. Le pire dans cette affaire, c'est que avant de commettre cette série de meurtres, donc avant 1986, Lee avait été arrêté par la police, il me semble, à 2 reprises. Il a été arrêté pour viol et tentative de viol. Je crois que la première fois, il a été libéré, il a été relâché parce qu'il n'y avait pas de preuves, et la deuxième fois, il portait la montre de sa victime, et malgré ça, on l'a quand même laissé partir. Pourquoi je me rappelle pas. Je mettrai ça en description, parce que j'ai oublié, je l'ai pas noté, j'ai oublié, mais je mettrai le détail en barre de description. Il me semble que c'est lié au fait que sa famille soit riche. De son côté, Yoon Sung-yeol, il demande à son ami, qui est gardien de prison, de l'aider à demander un nouveau procès pour que son nom soit enfin innocenté. Le 2 novembre 2020, un nouveau procès aura lieu, et le vrai tueur, donc Lee Chun-jae, il est là en tant que témoin. Yoon Sung-yeol, au tribunal, il le regarde, il l'observe, il a sûrement envie de le tuer, mais sous les bons conseils de son ami gardien de prison et de son avocat, il va juste se contenter de le regarder. J'ai décidé d'avouer parce que beaucoup de gens ont souffert et pleuré à cause de ce que j'ai fait, dira Lee Chun-jae.
Oh, je dirais plutôt que c'est parce que, bon, comme l'a dit un policier, c'est parce qu'il devait être vénère que quelqu'un d'autre profite de la gloire de ses accomplissements à lui. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids immense des épaules. Maintenant, je peux voir ma mère au paradis. Je suis heureux. Ma famille et moi n'avons plus à vivre dans la honte. Et son ami gardien de prison, il dira dans une interview « J'étais heureux pour Yoon Sung-yo comme si ça avait été moi ». Faut savoir que durant l'enquête, il y a eu 4 personnes qui sont mortes, il y en a eu 3 qui se sont suicidées à cause des mauvais traitements de la police, et il y a une personne qui a été interrogée avec une telle force qu'il est mort en fait sous la torture pendant sa garde à vue. La police s'est excusée auprès de la population, alors ils se courbent les Asiatiques pour différentes raisons, mais notamment pour s'excuser, et là ils l'ont fait pendant même plusieurs minutes, pour exprimer à quel point ils étaient désolés de comment l'enquête avait foiré, quoi. On s'excuse auprès de Yoon Sung-yo, mais à demi-mot, enfin on s'excuse pas de l'avoir torturé, de l'avoir maltraité, de l'avoir poussé à avouer des crimes qu'il n'avait jamais commis. On s'excuse pour le temps qu'il a passé en prison, tout ça, mais on ne s'excuse pas du mauvais traitement qu'il a subi en prison, qui est la cause de sa confession, qui est la raison pour laquelle il a confessé des crimes qu'il n'avait jamais commis. Yoon Sung-yo reçoit une compensation financière de la part de l'État d'un montant de 2 500 000 won, ce qui correspond, je crois, à environ 2 millions d'euros. Après, comme il le dira lui-même, c'est pas l'argent qui va lui récupérer 20 ans de sa vie. Yoon Sung-yo dit qu'il a pardonné à la police, il a pardonné au tueur aussi, mais il y a un truc qui le turlupine, c'est qu'il aurait aimé lui demander, si elle en avait eu la possibilité, il aurait aimé lui demander pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Lee Chun-jae, dans une interview, il dit que lui-même il sait pas pourquoi il a fait ça, il dira que c'était des crimes d'opportunité, je crois qu'on appelle ça comme ça, enfin, l'occasion se présentait de tuer quelqu'un, il y avait une jeune femme sur la route, il était là, donc il était au bon endroit, au bon moment, enfin pour lui. Et il utilise même une image que j'ai trouvée je sais pas, presque drôle, il dit « J'étais comme une luciole attirée vers la lumière ». Yoon Sung-yo se sent en paix avec son passé, donc il dit qu'il est en paix avec son passé, il préfère avancer, ça sert à rien de toute façon de regarder derrière. Tout ce qu'il veut, c'est une vie normale, et surtout ce qu'il espère, c'est que personne d'autre ne vivra ce que lui a vécu. Aujourd'hui, il mène une vie paisible. Alors en 2019, enfin du coup 2020, il a reçu une compensation, donc il a été innocenté, il a reçu sa compensation, mais jusqu'à ce moment-là, donc entre sa sortie de prison et 2019-2020, donc sur une période de 10 ans, il a travaillé dans une usine où il fabriquait des sièges en cuir, des sièges de voiture. Et c'est tout ce qu'il voulait, en fait il était très content, hein. Bon certes, la compensation financière elle est plus que méritée, mais voilà, ce qu'il dit c'est qu'en sortant de prison, il voulait juste une vie paisible, une vie calme, une vie normale. Il avait son petit travail, son petit chez lui, et d'ailleurs chez lui, petite anecdote que j'ai trouvée assez poétique, c'est le fait qu'en prison, les détenus n'ont pas le droit d'avoir de montre, hein. Si on se fait attraper avec une montre, c'est le trou, l'isolement, ou même la torture, et donc Yoon Sung-yo, chez lui, il en a 2, pour shbea, quoi, pour comment on dit, rassasier sa faim de... Je crois que ça se dirait comme ça en français, rassasier un peu cette faim qu'il a eue d'avoir une montre pendant 20 ans, chose qu'il n'a pas pu avoir, maintenant j'en ai 2. C'est comme un symbole de sa liberté, en réalité, ces 2 montres. Pour finir sur note positive, il faut savoir que depuis cette affaire, le délai de prescription en Corée pour meurtre au premier et second degré, il a été aboli. Dieu merci. Il y a au moins cette bonne chose-là qui aura découlé de cette affaire et de l'emprisonnement injuste, c'est même pas le mot en fait. Être en prison pendant 20 ans pour un crime que t'as pas commis, mais j'imagine même pas à quel point ça doit être juste mais horrible. Et c'est l'heure du Random Item Review. Le Random Item de ce soir, c'est le groupe Jamiroquai. Je sais, je sors un CD, je suis une vieille, mais pas trop vieille non plus. Jamiroquai, c'est un groupe dont le chanteur principal est Jason Kay. Malheureusement, je peux pas faire écouter aucune de ses chansons sur YouTube, je n'ai pas le droit, copyright, etc. Mais voilà, c'est un groupe que j'aime énormément, je voulais partager, j'ai une playlist sur Spotify, donc pour les personnes qui me cherchent sur Spotify, vous me trouverez sous Sahara Panda, j'ai mes playlists qui sont, je crois qu'elles sont toutes publiques, et il y en a une de Jamiroquai, donc ça c'est un album, je crois que c'est un de ses plus connus, mais il y en a d'autres qui le sont peut-être tout autant, peut-être plus. Voilà, Jamiroquai c'est un groupe, voilà, c'est de la chanson
engagé, c'est funky, c'est... Comment expliquer Jamiroquai avec des mots, quoi? Ça s'explique pas avec des mots, il faut l'écouter. J'en profite pour aussi dédicacer cette vidéo à ma mère, puisque elle est fan. Elle était fan de Jamiroquai, elle l'est toujours, je crois, j'espère. Et puis voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on s'abonne, un petit like, un petit pouce, un petit com, un petit... et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.